Bonjour et bienvenue dans cette chronique taramorienne, une chronique au cours de laquelle nous allons continuer notre exploration du jeu Star Wars édité par Edge, ce fameux jeu, vous savez, avec les dés spéciaux. Et surtout, nous l'allons voir aujourd'hui avec la création de personnages, avec des mécaniques qui, moi, m'ont semblé le point fort de ce jeu. Je vais y venir, je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer à voir tout ça avec la création de personnages. Alors, j'ai pris l'itération, un des trois jeux proposés aux confins de l'Empire. Hein. Donc, je rappelle qu'il y a 3 livres de base, avec toute une partie, bien 75% des livres communes, en fait, sur des concepts de règles, etc. Et puis après, des endroits où c'est spécifique à chaque univers, hein, puisqu'on vous propose de jouer soit des contrebandiers, des vauriens, comme dans ce livre-là, aux confins de l'Empire, soit l'ère de la rébellion, vous jouez des personnages qui combattent l'Empire et qui sont donc des rebelles, soit vous jouez des Jedi. L'idéal étant de faire croiser les jeux, voilà. Mais bon, vous allez voir qu'il faut quand même choisir quelques petites choses. Alors, on va regarder ce qui définit, d'après les règles, un personnage. Et vous allez voir que là, on commence à toucher quelque chose, je trouve, d'intéressant. Comme souvent avec la création de personnages, je pense qu'on n'est pas tout le temps attentif à ça, mais je dois dire qu'avec l'expérience, je me rends compte que là, déjà à ce niveau-là, quand vous créez les personnages, vous avez déjà, si vous regardez bien, beaucoup de choses qui sont sous-entendues par le jeu. Alors, nous avons 10 étapes, enfin 9 parce que la 10e, c'est le groupe choisit son vaisseau de départ, donc ça, c'est à voir. Alors, première étape, déterminer le concept et l'historique du personnage. Un personnage naît d'abord sous la forme d'une idée. Le joueur veut-il interpréter un vaurien de contrebandier, un solide pilote Wookiee, un chasseur de primes talentueux et redouté? Avant de commencer, le joueur doit prendre quelques instants et songer au personnage qu'il souhaite élaborer, au passé qu'il souhaite lui donner. En gros, d'où il vient et ce qu'il a fait et ce qui a fait de lui un aventurier qu'il est aujourd'hui. Nul ne s'est complètement construit. Chaque individu est influencé par une vie de décisions et d'événements, et ce, dès sa naissance. Donc vous voyez, ce premier concept, il est déjà, moi je trouve, très intéressant. Et souvent, on saute cette étape. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont avoir tendance, dans beaucoup de jeux, à se focaliser plus sur la classe, par exemple dans les jeux à classe d'un personnage, que sur son historique. Alors qu'en réalité, ce qui va leur servir vraiment, ce qui va être le plus fertile, me semble, pour le roleplay, bien sûr, la classe, ça va être intéressant pour les aspects mécaniques, etc. Mais pour le roleplay et l'interprétation, c'est vraiment l'historique du personnage qui va servir, y compris pour recréer de la cohésion entre les groupes. Alors, il vous renvoie après à la page 36, où nous avons des historiques. Alors, on ne va pas tous les faire dans les détails, je vous en donne quelques-uns. Le démuni. Le joueur décide que son personnage est issu d'un milieu modeste, voire pauvre. Peut-elle a-t-il été prospecteur d'eau sur un monde désertique, à moins qu'il n'ait été au service des Hutt ou abandonné dans les bas-fonds de Coruscant à un très jeune âge. Ces personnages sait que la vie est dure, brutale et courte. Sans doute a-t-il vu plus que son lot d'horreur. Il a peut-être vu des amis et des proches mourir de malnutrition, de maladie ou de suite de violence. Il a sans doute été témoin des injustices dont sont communément victimes les gens faibles et vulnérables. Voilà. Ça vous donne déjà tout un panel d'émotivité, de réaction, de sensibilité de ce personnage. Vous avez ensuite la lutte de la classe moyenne, donc personnage moyen, l'arrogant, comme le dit le proverbe, plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Même les personnages issus d'un statut social élevé, d'une famille nantie, ou ayant mené une existence très confortable, peuvent être victimes de ces caprices du destin et changer de vie du jour au lendemain. Et enfin, étranger. Voilà. Donc ça déjà, ces orientations, je les trouve très intéressantes. Et il faut savoir que vous en avez d'autres quand vous prenez dans chacun des suppléments. Ils ont repensé un petit peu toutes ces choses de la création, toutes ces étapes de la création avec des propositions. Voilà, alors on peut tirer au sort ou faire choisir les joueurs. Ensuite, on arrive sur le deuxième mécanisme, déterminer l'obligation. Le joueur doit choisir une obligation de départ assez tôt dans le processus. Cela peut influencer d'autres décisions à prendre par la suite, comme le type de personnage qu'il souhaite jouer, le type de groupe auquel aspire l'ensemble des joueurs, mais également les compétences, équipements et capacités avec lesquels ils voudront commencer. Alors, pour les obligations, on vous dit d'arriver,
Vous avez aussi les mécréants. L'occasion fait de la ronde. Une fois l'historique peut l'enrichir. Voilà. Alors oui, vous avez une petite étape supplémentaire encore après le choix de l'historique. Il faut déterminer, le joueur doit réfléchir à ce qui l'a poussé à mettre les pieds dans le monde nébuleux et dangereux de confins de l'Empire. Est-ce dû à un événement traumatique? Le personnage s'est toujours retrouvé dans une situation inextricable. Donc encore une fois, on va essayer à expliciter en quelques lignes. Hein. C'est juste pour donner des lignes de force sur lesquelles le joueur va pouvoir s'appuyer pour bâtir en fait tout le concept de son personnage. Très très intéressant. Et avec peu de moyens, moi je trouve une justesse et un rapport économie de moyens-résultat qui me semble très bon dans ce jeu. L'étape 2, les obligations. Alors les obligations jouent un rôle crucial dans la création d'un PJ. En bref, ce sont des dettes qui peuvent être physiques, argent, on se rappelle tous de Han Solo et Jabba le Hutt, ou bien intangibles, un sentiment de responsabilité pour le bien-être d'un ami, le devoir d'aider sa famille ou une faveur due à un tiers. Les actions d'un personnage sont souvent inspirées par son obligation. Dans Aux confins de l'Empire, l'obligation est un aspect essentiel des personnages et peut avoir des effets réels sur leur développement. Lors de la création de personnages, les joueurs personnaliseront leur PJ en choisissant ses compétences et caractéristiques, mais également son obligation, qui peut prendre la forme d'une dette colossale, d'une forme de chantage, de faveur due à un baron du crime, d'un avis de recherche ou d'un contrat signé sous la contrainte. Au fil de la campagne, les obligations mettront la pression sur les personnages. En effet, une obligation qui n'est pas réglée peut affecter le groupe de manière très concrète. En même temps, prendre des obligations supplémentaires permet aux personnages d'obtenir des biens et des services habituellement inaccessibles. Voilà. Donc, vous avez une table avec les obligations. Alors ça, c'est le gros plus, moi je trouve, de la proposition. Alors, il faut savoir que dans Aux confins de l'Empire, c'est-à-dire la version vaurien contrebandier, ce sont des obligations, donc souvent des dettes ou des faveurs qu'on doit à des gens. Vous avez une table, et encore une fois, il y a des tables supplémentaires dans chacun des suppléments. Dans le livre sur les rebelles, ce sont des devoirs. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, vous vous engagez vis-à-vis avec les rebelles, et donc vous avez des devoirs, voilà, mais ça fonctionne sur le même principe. Et dans les Jedi, vous avez une moralité qui va avoir une influence en plus sur votre côté de la force. Excusez-moi, je vais devoir me moucher. Voilà qui est fait. Et donc, vous voyez que ces mécaniques, elles sont très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en début de partie, à chaque début de partie, il y a un petit tableau récapitulatif, on tire, et il est possible de déclencher une obligation. Alors, moi, je pense qu'il est... Ce que disent les MJ qui jouent, et je pense que c'est une très bonne méthode, ils le tirent avant la partie. Lorsque l'obligation se déclenche, ça peut avoir une influence, ça en a déjà une sur le scénario, ça met la pression aux joueurs, ils perdent des points de stress. Et puis ça en a une autre, c'est que ça peut intervenir sur le scénario. Type s'il a une faveur, par exemple son vaisseau, c'est une dette qu'il a en faveur d'un baron du crime, et bien à sa prochaine escale, il peut tomber sur un représentant du baron du crime qui lui demande des choses. Et là, vous voyez, on commence à rentrer dans la mécanique que je trouve très intéressante dans le jeu, c'est qu'en fait le jeu, quand vous avez lancé le truc, si vous faites bien les persos, la campagne elle tourne un peu toute seule. Hein. Y a des choses comme ça qui arrivent, qui sont le résultat du hasard, mais avec les choix préalables des joueurs, donc c'est quand même relié aux joueurs, qui viennent s'inscrire dans une logique par rapport à l'univers et aux personnages. Et là, pour moi, on touche au sublime parce qu'on a presque un jeu qui s'auto-alimente tout seul. Et ça, c'est pas courant. Hein, notamment, moi, un des problèmes que j'ai souvent rencontré en tant que maître de jeu sur des campagnes que j'avais écrites en maître fan, c'est qu'il arrive un moment, quand la campagne est lancée, où il y a une première phase d'essoufflement, et là ça devient compliqué parce que le maître de jeu est un peu obligé de sortir les flèches pour flécher le parcours ou pour pousser d'un côté ou d'un autre. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus explicite, et qui va amener de l'impro en plus, qui va amener du surprenant, du non prévu, du jeu émergent, qui moi me paraît quand même le top du jeu de rôle, hein, par rapport à quelque chose de très écrit. Puisque le truc très écrit, bon, ça on a l'habitude, c'est ce qui a le plus, c'est ce qui existe le plus. Donc les obligations. Ensuite, je continue. Après le choix des obligations,
les obligations en tant que seuil, obligations de jeu, obligations de ressources. Alors, je vais pas on va pas trop rentrer dans les détails, sinon il nous faudrait des heures, hein. Après les obligations, l'étape suivante, choisir l'espèce du personnage. Ok. Donc là encore, les espèces, ça va avoir des implications, notamment sur les caractéristiques, et puis il y a des compétences spéciales, des espèces qui ont des vies en société différentes, bien sûr, mais aussi des particularités. Le choix de l'espèce, donc vous en avez 3 par livre, enfin non, 8 dans les gros ouvrages, dans les ouvrages de règles, dans les 3 ouvrages de règles, Fin de l'Empire, l'Ère de la Rébellion et Force et Destinée. Et puis après, vous en avez 3 par supplément. Donc vous voyez qu'au nombre de suppléments qui est sorti, il y a en réalité beaucoup d'espèces extraterrestres qui sont jouables. Il y a à peu près tout ce qu'on connaît. Alors là, je vous montre dans ce bouquin-là. Voilà, on a les botanes, l'espèce de lion, là. Les humains, je sais plus comment ça s'appelle, espèce de grosses mouches. Je vais vous dire ça. Les gandes. Et puis les rhodiens. Les transdochiens. Et les Twi'lek. Hein, vous voyez, rien que dans ce livre de base, hein, on a déjà, ça pourrait suffire. Hein. Sachant que bon, moi je pense que c'est toujours un peu délicat de jouer une espèce extraterrestre, c'est toujours moins facile en termes d'interprétation. Bon, ça c'est un avis personnel, hein. Peut-être des joueurs qui arrivent à très bien interpréter. Bon, c'est des espèces, on a moins de points de repère, donc c'est plus difficile. On peut jouer des droïdes parce que les droïdes sont dotés de conscience. Et le droïde n'est pas juste là pour obéir à des ordres. Il est supposé avoir une conscience dans le jeu. Ensuite, on choisit une carrière. Ensuite, au sein de cette carrière, on choisit les spécialités. On investit les points d'expérience, on détermine les attributs dérivés, on détermine les motivations de départ. Alors, autre chose, les motivations, ça aussi, je vais y revenir. Parce que tout ça, c'est les mécaniques que je trouve vraiment originales et intéressantes. Les carrières, hein, voilà, on va choisir quel rôle il veut faire, donc contrebandier. Enfin, voilà. Vous avez les arborescences, par exemple. Arborcive de base, hein, sur les vauriens. Voilà. Là, vous avez l'arborescence de chasseur de primes. C'est un tableau, donc on rentre dans le tableau par une des entrées. Et après, on suit le tableau, on peut aller des fois on peut aller sur le côté, et remonter dans l'autre, etc. Et ça, bien sûr, à mesure qu'on dépense des points d'expérience, on augmente dans les tableaux. Ça fait des joueurs assez... c'est assez ramassé. Donc là, on peut jouer le colon, le chasseur de primes, l'érudit, l'explorateur, le négociant, l'éclaireur, le mercenaire. Voilà, vous avez à chaque fois, voilà, le contrebandier, vous avez le pilote contrebandier, le voleur contrebandier, le technicien. Voilà, donc celui-là, je trouve très intéressant. Peut-être à part le technicien, moi, toutes les carrières m'intéressent. Les points d'expérience, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est les motivations. Alors, la motivation d'un personnage ajoute un peu d'ambiance et permet notamment de le différencier d'un autre PJ de la même espèce, qui a entrepris les mêmes carrières et choisi des compétences comparables. Effectivement, 2 contrebandiers n'ont peut-être pas les mêmes moteurs, ressorts psychologiques qui les ont amenés jusqu'ici. Et c'est ça qui est intéressant en jeu de rôle. Je rappelle que dans le jeu de rôle, le but du jeu, c'est ça, hein, c'est l'interprétation d'un personnage, avec tout ce qu'on met en termes de psychologie, de réaction, de sensibilité dans la notion d'interprétation d'un personnage, bien sûr. Et bien souvent, beaucoup trop de jeux nous invitent juste à être doué, fort dans certaines compétences, et en fait, le personnage, ça se résume à la maîtrise de certaines compétences. Là, ce jeu propose vraiment autre chose. C'est ce qui m'a intéressé, qui m'a tout de suite interpellé, moi, dans ce jeu. La motivation d'un personnage ajoute un peu d'ambiance et permet notamment de le différencier d'un autre PJ de la même espèce qui a entrepris les mêmes carrières et choisi des compétences comparables. Là où l'obligation donne au personnage une série de buts concrets à atteindre et des idées d'aventure au MJ, la motivation aide le joueur à l'interpréter en lui conférant des traits de caractère et des objectifs plus précis et plus intéressants. Lors de la création, un joueur peut lancer dans la table motivation aléatoire pour déterminer sa motivation. Vous avez alors là la table aléatoire, vous pouvez la choisir, hein.
Ambition, cause, relation, etc. Et puis après, les ambitions spécifiques, amitié, amour, liberté, renommée, cupidité, statut, expertise, soif de voyage, pouvoir, religion, spiritualité. Les causes spécifiques, religion, les femmes charité, politique locale, renverser l'empire. Voilà, vous avez en fait tout un tas d'organigrammes, de tableaux qui se mettent en place sur un petit peu euh, votre personnage socialement et politiquement et humainement, humanistement, comment il va se placer dans l'univers. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un point fort du jeu, au-delà de conduire des vaisseaux, machin, tout ça. Voilà, ça, je trouve que c'est le point fort de ce jeu, le point très fort de ce jeu. Je vous le redis, hein, moi, l'univers de Star Wars, je le connais. J'en ai une connaissance comme tous les gens de ma génération, parce que c'est quand même un phénomène générationnel, un phénomène en tout cas cinématographique générationnel. Mais ce qui m'a plu vraiment, bien sûr que l'univers il est riche, il permet plein de choses. Bien sûr que il y a un côté de chevalerie, plus que de space opéra, qui m'a beaucoup parlé, moi qui adore le mettre fan, etc. Mais c'est surtout ça. C'est surtout dans les mécaniques de jeu que je trouve ça vraiment très fort, en tout cas sur le papier. C'est pas si souvent que ça qu'il nous est donné de lire des propositions aussi intéressantes sur le papier. Voilà, c'est un avis personnel, hein, bien sûr. Euh, je conçois que ça ne vous parle pas. Moi, je sais qu'avec mon expérience de maître du jeu, là, je vois des choses où je me dis, tiens, là, un point là, très intéressant. Ce qui est proposé, c'est neuf, c'est nouveau, ça va être fertile, ça va amener, ça va sortir un peu les joueurs de leur zone de confort, etc. On va sortir des sentiers battus et surtout, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide parce que voilà, les campagnes très écrites, bah, plus j'en fais jouer, plus je vois les limites qui sont finalement incontournables. Voilà, et qui sont du coup moins intéressantes à faire jouer, je pense, pour les maîtres de jeu que des choses moins écrites, où c'est plus ouvert, où on doit tout le temps se réajuster par rapport un petit peu ce que propose la table, et où on construit vraiment, véritablement, avec les joueurs, une histoire. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de campagnes. En fait, vous construisez pas l'histoire, l'histoire elle est là, elle est dans le bouquin de campagne, l'histoire est déjà contenue. Et en fait, après, vous donnez plus ou moins l'illusion aux personnages qui peuvent un peu y participer et faire changer les choses d'un côté ou de l'autre. Mais c'est rare que vous ayez une telle latitude. C'est pour ça que je pense aussi que ce jeu est vraiment intéressant en campagne. Et même en saga, avec pourquoi pas des joueurs qui ont plusieurs personnages. Voilà. Je suis en train de réfléchir sur les options que j'aimerais proposer. Je pense que si je me lance dans quelque chose, ce sera quelque chose de ce genre-là, plutôt que même si je dois faire jouer certains scénarios qui ont été écrits, hein, je pense qu'il faut prendre soin de les intégrer dans la vie des personnages. Et voilà, il y a un moment où on lance le chrono, la campagne démarre et après le décor évolue complètement aussi avec ce qu'ont prévu de faire les joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis au revoir.